Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu ce matin, mais j'ai parlé un petit peu de moi. Je vous ai dit que j'habitais à Montréal depuis quelques mois. Et puis, je vous parle de ça parce que à Montréal et au Québec, on a de la neige en tabarnak. Eh oui. La neige. En français, la neige, on a deux mots pour désigner la neige. La neige et puis la poudreuse, éventuellement. Eh bien, en langue inuite, donc là-bas au Québec, ils ont 32 façons de désigner la neige. Il y a la neige glacée, il y a la neige qui est molle, il y a la neige qui est en poudre. Voilà, 32 façons de désigner juste la neige. Eh bien, la sécurité, c'est la même chose. Quand on parle de sécurité, on parle de beaucoup de choses. D'abord, on parle de disponibilité. La disponibilité, c'est par exemple la veille de la date limite de la déclaration des impôts, le site internet des impôts, la veille de la date limite. Là, il faut de la disponibilité. Bien que moi, comme tout bon Français, je déclare mes impôts bien avant la date limite de déclaration des impôts. La sécurité, c'est également l'intégrité. L'intégrité, c'est comment on s'assure que les données restent conformes, ne sont pas modifiées par quelque chose qui n'est pas prévu par soi. L'intégrité, c'est par exemple le contenu d'un site internet, le contenu de votre site internet. Une des attaques assez connues est le d'effacement, d'effacer un site internet qui consiste à aller modifier un site internet. Historiquement, c'était pour prouver une vulnérabilité sur le site internet. Aujourd'hui, c'est plutôt des messages politiques. Je prends l'exemple du site Euromillions, il y a 1 an, qui a été défacé pour porter un message religieux que les jeux de hasard étaient impurs. Le défacement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est souvent utilisé par les Anonymous, par exemple, pour porter un message politique. La sécurité, c'est également la confidentialité. Comment je garde mes données en sécurité et que je m'assure qu'elles ne vont pas être divulguées. La recette du Coca-Cola, tout le monde sait qu'elle existe, mais personne ne la connaît. Enfin, et c'est un élément qui est un peu moins connu de la sécurité, c'est la traçabilité. La traçabilité, c'est l'enregistrement et la conservation de ces enregistrements des opérations qui se sont passées. La traçabilité, c'est quelque chose qui peut être fondamental dans certains métiers. Par exemple, les transactions boursières ont une donnée de date et d'heure, un eurodatage qui fait partie de la traçabilité et qui ne doit jamais être altéré. Voilà, vous avez déjà 5 mots pour désigner la sécurité. Disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. DICT. C'est un acronyme qui est souvent utilisé dans la mise en place de politiques de sécurité. Je voulais aborder avec vous un dernier mot qui est important dans la sécurité, c'est la notion de périmètre. Le périmètre, c'est la bordure, c'est ce qui délimite votre politique de sécurité, ce qui délimite ce dont vous allez vraiment faire attention en termes de sécurité. Alors, avant de partir à Montréal, il y a un peu plus d'1 an, ma femme tenait une boutique de vente de vêtements. Et puis comme je suis dans l'internet, elle m'a demandé de faire un site internet pour elle. Ouais, c'est un peu comme quand vous allez voir votre cousin et qui vous dit « Ah, vous êtes dans l'internet, tu peux réparer mon Windows ?» Bon, c'est pareil. Donc je lui ai fait son site internet, évidemment, un truc assez simple, juste les heures d'ouverture, fermeture et puis les promos. Le périmètre de sécurité, je vous assure, je n'ai pas fait une analyse de risque très poussée pour ce site internet, mais le périmètre de sécurité est assez limité. Il y avait moi, la seule personne qui intervient pour le site, et puis l'infrastructure d'hébergement. OK. Et puis voilà, les affaires marchent bien, et puis elle se dit, je pourrais peut-être commencer à vendre sur Internet. OK. Alors là, d'un seul coup, on a fait appel à un administrateur, parce que moi je ne savais pas que ça à faire, à un développeur web. On a mis une solution e-commerce, on a fait un moyen de paiement, et puis voilà, les gars, ils ont commencé à prendre des trucs sur Internet, du JavaScript, des logiciels open source. OK, très bien.
très bien. Sauf que là, le périmètre, il a commencé à grossir un peu. On a intégré de nouvelles personnes dans ce périmètre, on a intégré de nouveaux langages de programmation, de nouveaux codes, et il faut s'assurer que tout cela fonctionne de manière sécurisée. Il faut aussi s'assurer, parce que d'un seul coup, on a du paiement, on a de l'argent qui va circuler, que le contenu du site, les prix, les commandes, les quantités, tout ça sont valides. Allez, je quitte ma propre expérience pour vous parler de grandes entreprises. Je parle de grandes entreprises présentes sur Internet qui font du e-commerce, comme Rue du Commerce par exemple, ou des sociétés de vente à distance, des banques, des sociétés de voyage, la SNCF. Imaginez le périmètre de sécurité. Vous avez tous les utilisateurs à l'intérieur de l'entreprise qui utilisent leur poste de travail, qui utilisent leur smartphone. Parlons du smartphone. Vous avez beau distribuer en tant que responsable de la sécurité des appareils à votre personnel, des BlackBerry ou ce que vous avez décidé de distribuer. Ouais, mais si votre utilisateur a envie d'utiliser son iPhone, il va utiliser son iPhone. Et oui. On parle de la problématique du Bring Your Own Device. Et puis, il y a un autre grand sujet aujourd'hui dans les grandes sociétés, c'est le time to market. Les opérationnels, les gens du marketing, les forces commerciales, les forces de vente, tous ces gens-là aujourd'hui ont envie de pouvoir aller vite. Elles sont en concurrence sur Internet. On doit pouvoir sortir des produits rapidement, on doit pouvoir les mettre en vente rapidement. Il faut que la DSI, la direction des systèmes d'information à l'intérieur de l'entreprise, suive tout ça. Et si vous ne suivez pas, si vous n'êtes pas capable de leur fournir les ressources informatiques, eh bien vos équipes opérationnelles, elles vont faire appel au cloud. Et puis elles ne vont pas prendre en considération les problèmes de sécurité. Alors là, votre périmètre, il en prend un sacré coup. Pour pouvoir intervenir dans ce cas-là, il faut que la DSI reprenne la main sur la sécurité. Il y a plusieurs façons, soit elle décide de garder tout en interne et d'essayer de répondre aux besoins, mais plus généralement, elle va accepter d'externaliser, tout en maintenant la sécurité. Pour maintenir la sécurité, on peut se reposer sur des normes de sécurité. On a parlé tout à l'heure de ISO 27001. Cette norme est très répandue en Europe et au Japon. Elle permet d'attester, après un audit, qu'il y a une politique de sécurité au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une analyse de risque qui a été effectuée, que ces risques ont été traités, et qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Chaque année, on va améliorer notre politique de sécurité. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains sont plus pragmatiques, sont plus directs. Il y a les normes, les rapports, SOC 1, 2 et 3, issus historiquement des normes Sarbanes-Oxley qui sont intervenues après les scandales financiers de 2000, Enron et compagnie, qui ont donc impacté les sociétés financières, mais également le fonctionnement des sociétés d'informatique et surtout comment on peut faire appel à un prestataire, comment on peut sous-traiter un prestataire. Ce rapport SOC 1 et 2 et 3 permet à des sous-traitants d'éviter d'être audités en permanence. Il y a donc un audit qui est effectué, puis il y a des points de contrôle, et cet audit va valider que vous avez bien mis en place ce que vous dites au niveau de votre politique de sécurité. Alors, pourquoi on fait ça? Il y a deux raisons en général. Pourquoi on va mettre en place une politique de sécurité? Soit parce que vos clients vous le demandent, et c'est le cas d'OVH. OVH a décidé de se lancer dans une norme ISO 27001, historiquement, puis maintenant le SOC 1, 2, 3, parce que nos clients avaient besoin qu'on leur garantisse un niveau de sécurité. Donc, le cas le plus habituel pour les sous-traitants. Et puis, ça peut être une demande interne. Ça peut être votre direction qui vous demande si, au sein de son entreprise, vous avez mis en œuvre une politique de sécurité. C'est pareil. Je vais quitter maintenant un peu les généralités sur la sécurité pour se concentrer sur un point, la disponibilité. Et on va parler de PRA, plan de reprise d'activité. Pour cela, je vais m'appuyer sur un cas client d'OVH. C'est une société qui
propose de la vente de lunettes en ligne. Société qui vient de se créer, elle a à peine 1 an. Elle fait du B2C, elle va réaliser un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros et a 10 000 clients. Cette société a donc son site internet, c'est son premier moyen de vente, et elle a des croissances régulières, mais souvent des fréquentations qui peuvent varier parce que, comme c'est original, elle apparaît dans les journaux télévisés ou dans divers reportages. Cette société a donc besoin de stocker son site internet, une partie de son back-office et les données de ses clients. Et oui, elle a des données confidentielles, elle doit stocker les numéros de sécurité sociale, les numéros mutuels de ses clients et date de naissance. Ce sont des données personnelles. Cette société a des administrateurs, des développeurs en interne. Alors, quand elle est venue chez OVH, quand elle a demandé qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer, c'est parce qu'elle avait eu un souci avec son précédent hébergeur. Cette société avait connu une période de downtime et puis elle avait quasiment perdu une journée de chiffre d'affaires. Elle est venue chez OVH et on lui a suggéré, du fait de sa croissance qui était parfois forte, une solution en cloud. Et puis comme elle avait des données confidentielles et qu'elle voulait s'assurer également de la disponibilité forte, on lui a suggéré du dedicated cloud. Parce que sur le dedicated cloud, toute l'infrastructure est redondante. Et puis on a bien perçu que cette société, elle avait besoin de plus que ça, parce qu'elle avait vraiment mis l'accent sur cette disponibilité. Alors on lui a suggéré de mettre en place un PRA, plan de reprise d'activité. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que souvent quand on parle de PRA, on voit quelque chose de difficile, de compliqué, de quasi impossible à mettre en œuvre. Eh bien ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on peut pragmatiquement avancer étape par étape dans la mise au point d'un PRA. On ne va peut-être pas faire quelque chose de parfait tout de suite, mais en tout cas, on peut de toute façon améliorer sa disponibilité. Alors, on parle de recettes, on a donc une liste de courses. Cette liste de courses, c'est le fameux Dedicated Cloud, au départ qui supporte l'infrastructure du site internet et du site de vente de cette société. On y ajoute un Cloud Storage, je vous en parlerai, un serveur dédié et un réseau privé, le fameux VERAC, dont on a parlé toute la journée. La première des choses que cette société a mis en place, suivant nos conseils, c'est déjà une sauvegarde, en plus de son cloud dédié, dans le cloud storage. Et puis comme elle était vraiment pointilleuse sur la confidentialité, on lui a suggéré de chiffrer ces données. Et puis, on lui a dit de prendre un serveur dédié dans un autre centre de données, à Strasbourg, son dedicated cloud étant à Roubaix. Comme les administrateurs étaient assez pressés et n'avaient pas forcément le temps de tout de suite mettre en place toutes les solutions de réplication, de synchronisation, etc., on lui a suggéré à cette société juste de mettre une page web indiquant que son site internet était en maintenance. Et puis en indiquant le numéro de téléphone du support si les clients souhaitaient les joindre. Voilà. Avec ce cloud storage, sur lequel on a une sauvegarde qui a été faite quotidiennement, on a un début de PRA. Il faudrait encore définir et mettre en place la procédure réelle de basculement du site vers le site de travaux, le site de maintenance, mais on a déjà un début de PRA. Très rapidement, cette société a amélioré cette solution. Elle a mis en place une réplication de ces bases de données. C'est quelque chose qui se fait de manière très simple, master-slave. Et ensuite, elle a mis en place une synchronisation horaire des données de son dedicated cloud, les données de son site web principalement. Ainsi, elle avait obtenu un PRA avec la capacité de revenir au maximum 1 heure en arrière, mais avec les données synchronisées de la base de données, elle était quasiment en temps réel. Et voilà, cette société a mis en place un PRA. Ce qu'elle aurait pu faire, c'est, à la place d'un serveur dédié à Strasbourg, c'est prendre un autre dedicated cloud. Et puis, entre les deux data centers, toujours le VERAC, bien sûr. Là, elle aurait eu la possibilité, grâce à la capacité de grossir à la demande du dedicated cloud, elle aurait eu la possibilité, en cas de défaillance du site principal, si jamais ça durait plus longtemps, elle aurait eu la capacité de prendre de nouveaux hosts sur son dedicated cloud secondaire à Strasbourg
pour donner à ses clients le même confort d'utilisation que sur le site principal. Ça, c'est la magie du cloud, finalement, tout en restant dans des conditions privées, dédiées. Alors, je vous ai parlé de sécurité, je vous ai montré comment on peut mettre en place un PRA qui va augmenter un élément de sécurité qui était la disponibilité. Je vais vous demander de faire des devoirs ce soir à la maison, ou allez, cette semaine si vous êtes fatigué ce soir. Je vais vous demander de réfléchir, dans votre cas de figure, à combien vous coûterait une heure de downtime de votre site web ou de votre application web. Si vous êtes capable de calculer cette somme, vous allez savoir finalement qu'est-ce que vous devez mettre en face de ce risque. On parle de risque. Quand on fait une analyse de risque, finalement, on essaye de mesurer quels sont les risques principaux. Et une des façons de le mesurer, c'est de transformer un risque en un coût. Donc, une heure de downtime, combien ça va vous coûter? Et donc, est-ce que vous devez mettre beaucoup d'efforts pour réduire ce risque de disponibilité ou pas? Je vais vous demander également si vous avez des données importantes stockées. Ça peut être des données clientes, ça peut être du code source de logiciel. Eh bien, encore une fois, si vous en avez la capacité, ce n'est pas toujours évident, mais si vous êtes capable de mesurer le coût de la destruction, de la perte de ces données, ou le coût du vol de ces données, et toutes les conséquences qui ont trait, eh bien, vous allez également pouvoir savoir quel niveau de sécurité vous devez en mettre en face de ce risque. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la sécurité, je voulais vous donner quelques éléments concrets et puis un peu de vocabulaire. Je vous remercie, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand avant la fin de cette journée, ou vous pouvez également me contacter. Hop, ça je vous l'ai dit. Voilà, vous pouvez également me contacter sur Twitter ou par email. Merci beaucoup, bonne fin de journée, et un de ces jours peut-être. Au revoir.